Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. On a souvent tendance à imaginer le commerce international comme un simple tas de paperasse et de lois barbantes, mais en réalité, c'est un environnement à très haut risque. Pensez-y, on parle d'un espace où des millions de dollars naviguent chaque jour sur les océans et dans les airs, et où la moindre petite erreur de calcul peut littéralement coûter une fortune. Alors pour survivre et surtout prospérer dans ce milieu, les pros s'appuient sur des cadres stratégiques d'une précision chirurgicale. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va regarder de près ces mécanismes fondamentaux qui permettent à nos marchandises de traverser le globe, le tout en limitant la casse. Alors, au programme aujourd'hui, on va retracer ensemble la chronologie complète d'une expédition. On va commencer par la base absolue, l'Incoterm, ce langage universel. Ensuite, on verra comment sécuriser le flux d'argent avec le crédit documentaire. Et pour finir, on abordera la question qui fâche, la responsabilité quand ça tourne mal pendant le transport. Allez, c'est parti. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, les Incoterms 2020, qui forment véritablement le socle de toute transaction à l'international. Imaginez 2 secondes la situation. Vous avez un acheteur et un vendeur avec des cultures différentes, des systèmes juridiques différents et qui ne parlent même pas la même langue. Et ils essayent de se mettre d'accord sur une livraison. Sans cadre clair, le chaos est garanti à 100%. C'est là qu'entrent en jeu les fameux Incoterms. Ce sont 11 règles ultra précises, mises au jour en 2020 par la Chambre de commerce internationale. Et attention, ce ne sont pas juste des acronymes sympas. Ils définissent au millimètre près à quel moment exact le risque passe du vendeur à l'acheteur, qui va payer le transport et qui gère la douane. En gros, c'est l'antidote parfait contre les malentendus catastrophiques. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir le contraste entre les deux extrêmes. D'un côté du spectre, on a l'EXW, le franco-usine. Là, c'est simple, le vendeur fait le strict minimum. Il met la palette sur son quai et dit à l'acheteur « Voilà, c'est prêt, venez la chercher ». L'acheteur gère absolument tout le reste. Et tout à l'autre bout, on a le DDP, rendu droit acquitté. Là, c'est le mode all inclusive. Le vendeur s'occupe de tout, du transport à la douane, et livre la marchandise directement à la porte de l'acheteur. Évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a plein de nuances pour s'adapter à la stratégie de chaque entreprise. Maintenant, zoomons sur les 2 stars incontestées du maritime, le FOB et le CIF. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que physiquement, le transfert de risque se fait au même moment pour les deux, quand la marchandise passe le bastingage du navire au départ. Si la caisse tombe à l'eau avant de monter sur le bateau, c'est pour le vendeur. Si elle s'écrase sur le pont, c'est pour l'acheteur. Là où ça diverge totalement, c'est sur la facture. En FOB, c'est l'acheteur qui paye le fret principal et l'assurance. Mais en CIF, c'est le vendeur qui doit organiser et payer le transport maritime plus une assurance minimale. Ça change toute la donne financière. Et sur le terrain, comment ça se traduit ? Eh bien, prenez l'exemple des exportateurs de produits comme les phosphates, les textiles ou l'automobile. Souvent, ils vont utiliser le FOB de manière très stratégique. Pourquoi ? Parce que le FOB les libère de la marchandise très rapidement. Une fois sur le bateau, mission accomplie. Ils n'ont pas à se casser la tête avec la logistique internationale, ils refilent ces tâches complexes à l'acheteur étranger qui connaît sûrement beaucoup mieux les transporteurs pour arriver jusqu'à chez lui. C'est une tactique hyper maligne pour se simplifier la vie. Bon, l'accord est signé et le transport défini. On passe à la suite. La sécurité financière. Parce que, honnêtement, envoyer des conteneurs, c'est bien, mais être sûr d'être payé, c'est quand même mieux. Comment est-ce qu'on fait pour faire confiance à un partenaire à l'autre bout du monde qu'on n'a jamais vu ? La solution miracle, c'est le crédit documentaire ou la lettre de crédit. C'est de loin l'instrument le plus sécurisé. En fait, l'astuce, c'est que ce n'est plus l'acheteur qui promet de vous payer, c'est sa banque. C'est un engagement irrévocable. Et pour que tout le monde joue selon les mêmes règles, ce système est encadré par les UCP 600 de la Chambre de commerce internationale. Pour vous donner une idée de leur poids, ces règles régissent 99% des crédits documentaires dans le monde. C'est colossal. Voyons comment ce rouage tourne en 7 étapes. L'acheteur commence par demander à sa banque d'ouvrir la lettre de crédit. La banque l'émet, l'envoie à la banque du vendeur, qui va la confirmer. C'est le signal vert pour que le vendeur expédie la marchandise. Il rassemble ses documents comme la facture ou le connaissement et les donne à sa banque. Et là, on arrive à l'étape 6, la plus cruciale. La banque a exactement 5 jours pour éplucher chaque document. Si et seulement si tout est absolument parfait, le virement est déclenché. Le truc clé à retenir, c'est que la banque paye sur la base de documents, pas sur la marchandise physique. Mais attention, la réalité du terrain, elle pique un peu. Regardez ce chiffre. 70% des premières présentations de documents échouent. Vous avez bien entendu, plus de 2 tiers. Pourquoi ? Parce qu'une simple virgule mal placée sur une facture, un montant qui diffère de quelques centimes ou une date d'expédition dépassée, et bam, la banque bloque un paiement de plusieurs millions. La perfection documentaire, ce n'est pas une option, c'est le nerf de la guerre. Paiement sécurisé, check. On arrive à notre dernière phase, la gestion de la casse. Que dit la loi quand votre marchandise finit au fond de l'océan ou dans le fossé ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transport international n'est pas le Far West. Il est strictement bordé par des conventions historiques qui fixent un plafond très précis à ce qu'un transporteur doit vous rembourser en cas de pépin. Sur la route, on a la CMR de 56 qui limite à 8,33 DTS ou droits de tirage spéciaux par kilo.
En mer, ce sont les règles de l'AFSB au kilo ou au colis. Et dans les airs, la Convention de Montréal plafonne à 17 DTS le kilo, avec en prime une responsabilité pour les retards. C'est carré, c'est la loi, point final. Sauf que, et c'est là qu'on touche au problème majeur, se reposer uniquement sur ces limites légales, c'est suicidaire si vous expédiez de la valeur. Faisons un petit calcul rapide. 8,33 DTS, ça fait à peu près 10 €. Imaginez que vous expédiez un ordinateur portable haut de gamme de 2 kg qui vaut 2000 €. S'il est détruit dans le camion, selon la loi CMR, le transporteur ne vous devra qu'une vingtaine d'euros. 20 € pour un ordi à 2000, la perte sèche est monumentale. C'est pour ça que faire une déclaration de valeur ou prendre une assurance spécifique, c'est absolument vital. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour boucler ces décryptages. On a vu que les Incoterms, les crédits documentaires et les conventions de transport forment une espèce de filet de sécurité. Mais on le sait tous, un filet n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Alors posez-vous la question, vos contrats actuels vous protègent-ils vraiment ? Ou suffirait-il d'une seule faute de frappe ou d'un oubli d'assurance sur quelques kilos pour transformer votre belle expédition en cauchemar financier ? C'est le genre de détail qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et à très vite pour un prochain décryptage.